Une vérité bouleversante s'apprête à éclater dans votre série préférée Demain nous appartient. L'épisode du 7 juillet 2025 promet de faire vaciller toutes vos certitudes. Entre révélations inattendues, psychologiques et retours de situation, les masques tombent et les cœurs se déchirent. Que cache vraiment Swazik? Jusqu'où ira-t-elle pour échapper à la justice ou soulager sa conscience? Préparez-vous à un tourbillon d'émotions. Si les intrigues vous intéressent, c'est une histoire triste, c'est une histoire triste, c'est une vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et installez-vous temporairement. Le choc de l'été commence ici. Depuis plusieurs jours, Swazik Vernet vit avec un poison lent dans le cœur. Le moindre son la fait sursauter, chaque reflet de lumière sur une vitre lui semble une menace. Depuis la mort de Martial Brunet, tout a basculé dans une spirale de mensonges, de faux semblants, de silences forcés. Elle pensait pouvoir contrôler la situation, camoufler la vérité derrière un mur d'apparence, mais l'illusion ne tient plus. Ce soir-là, dans la pénombre d'une maison qui fut jadis un refuge, elle s'apprête à faire ce qu'elle redoute le plus, dire la vérité. Lorsque François Lehaut franchit la porte du salon, son visage porte les stigmates de la fatigue, du désespoir et de l'injustice. Accusé à tort du meurtre de Martial, il est à la veille de sa mise en détention. Et pourtant, face à lui, Swazik garde encore le masque, un masque fissuré, presque dérisoire. Il la regarde sans comprendre pourquoi elle l'a convoqué ainsi, à la dernière heure, dans ce lieu où tant de souvenirs partagés planent encore. Elle, en blouse d'intérieur, le visage nu, semble sur le point de s'écrouler. Alors, dans un souffle, elle lâche la phrase que personne n'attendait « C'est moi, François. C'est moi qui ai tué Martial. » Un silence monumental s'abat dans la pièce. Le temps se suspend. Les mots, simples, bruts, sans détour, viennent percuter François comme un coup de tonnerre. Il reste figé, incrédule. Son premier réflexe est de penser à une mauvaise blague, une crise de nerfs. Mais non, le regard de Swazik est fixe, humide, rempli d'une douleur immense. Elle continue, la voix tremblante mais déterminée. Elle raconte la dispute, les mots violents échangés, le geste malheureux, Martial qui tombe, le choc, le sang, et puis la panique, l'adrénaline, l'instinct de survie. Elle parle d'un moment où la peur l'a submergée, où sa conscience s'est voilée, où la logique a cédé la place à l'instinct. Elle a fui, elle a menti, elle a construit un récit fragile pour tenter de tout contenir. François, lui, est assommé. Il recule légèrement comme s'il avait reçu un coup au plexus. Il essaie de rassembler ses idées. Il l'écoute et en même temps, il sent que quelque chose en lui se brise. La femme qu'il a aimée, qu'il aime encore, malgré tout, vient de lui retirer les derniers repères qui lui restaient. Lui qui s'apprêtait à endurer l'enfermement pour un crime qu'il n'avait pas commis, découvre qu'il n'était qu'un pion dans une partie qu'il ne comprenait pas. Et pourtant, dans cette détresse absolue, un autre sentiment affleure, la compréhension. Il sait que Swazik n'est pas un monstre, qu'elle n'a pas prémédité, que ce qui s'est passé ce soir-là est le fruit d'un enchaînement tragique. Mais l'aveu est trop lourd, trop brutal. Il ne peut pas l'absorber d'un coup. Alors, dans un murmure presque implorant, il dit « Surtout, ne dis rien ». C'est un réflexe, une tentative désespérée de préserver ce qui peut encore l'être. Il pense à leur fils, à leur passé, au regard des autres. Il sait que si Swazik parle, tout va s'effondrer. Elle perdra son métier, sa réputation, sa liberté, peut-être même la garde de leur enfant. Mais elle le regarde avec une intensité nouvelle. Quelque chose a changé. Elle ne veut plus fuir, elle ne veut plus mentir. Swazik est à bout. Depuis des jours, elle tente de garder la face, de mener sa vie comme si de rien n'était. Mais elle n'y arrive plus. Les images de Martial, allongé sur le sol, la hantent. Son visage, son dernier souffle. Elle l'entend encore crier. Elle revoit le regard vide. Et chaque nuit, elle se réveille en sursaut, couverte de sueur, étranglée par les remords. Elle a essayé de se persuader que c'était un accident, que tout s'arrangerait. Mais le mensonge est devenu trop lourd. Elle a menti à François, à la police, à ses collègues, à elle-même. Et ce soir, elle décide de ne plus reculer. Peu importe les conséquences, il faut que cela cesse. Il faut que la vérité sorte. Pour Martial, pour François, pour elle. Le silence qui suit est glaçant. François ne parle plus. Il la fixe, les mâchoires crispées. Il voudrait hurler, la gifler, fuir. Mais il reste là, incapable de bouger. Il ne sait plus ce qu'il ressent. La trahison, la douleur, l'amour aussi, malgré tout, car c'est bien là l'absurdité de cette histoire. Il l'aime encore, même après ce qu'elle vient d'avouer. Alors elle se lève, lentement. Elle traverse la pièce. Elle pose une main sur son épaule. Il ne réagit pas. Elle s'éloigne. Elle monte dans sa chambre. Elle ferme la porte. Et pour la première fois depuis des semaines, elle pleure. Pas des larmes de peur, des larmes de soulagement, car elle sait qu'elle a fait le premier pas vers la rédemption. Le lendemain, elle ira au commissariat. Elle dira tout. Elle affrontera la justice. Mais ce soir, dans la nuit silencieuse de Sète, Swazik Vernet sait qu'elle vient de briser un cycle. Et que,
Quoi qu'il arrive, elle ne sera plus jamais cette femme qui ment. Pendant que Soizic lutte contre ses démons intérieurs au commissariat de Sète, Aurore Jacob affine une intuition tenace. Depuis la découverte du corps de Martial Brunet, retrouvé sans vie dans une ruelle peu fréquentée du centre-ville, l'enquête piétine. Le suspect idéal, François Lehaut, coche toutes les cases d'un coupable plausible. Relation tendue avec la victime, mobile sentimental possible, absence d'alibi incontestable. Mais pour la lieutenante Jacob, ces évidences ne sont justement trop nettes. Et dans son expérience, une enquête limpide trop rapidement est souvent un leurre. Installée devant le tableau d'investigation, les bras croisés, elle observe les connexions entre les différents protagonistes. Des photos sont punaisées à la verticale, Soizic Vernet, François Lehaut, la victime Martial Brunet et une série de témoins secondaires. Des fils rouges relient les noms, formant un maillage dense que seuls les regards les plus aiguisés peuvent décrypter. Le visage d'Aurore est tendu, son instinct lui souffle que la vérité se cache là, quelque part, sous la surface des apparences. Elle repense à la première version de Soizic, lors de son audition. Un témoignage cohérent, mesuré, précis, trop précis. Une froideur dans la voix, une distance maîtrisée qui ne colle pas avec l'émotion qu'elle aurait dû manifester. Soizic, femme brillante, chirurgienne respectée, s'était présentée comme une simple spectatrice des événements. Mais Aurore avait vu cette retenue dans ses gestes, ses micro-hésitations, cette manière de regarder ailleurs lorsqu'on lui posait des questions ciblées. L'élément déclencheur de ses soupçons survient lorsque François, en garde à vue, refuse catégoriquement de coopérer. Pas une plainte, pas une accusation, pas même une tentative de défense solide. Il semble résigné, presque protecteur. Aurore, qui connaît bien les dynamiques conjugales complexes, sent qu'il couvre quelqu'un. Il ne se bat pas pour lui-même, mais pour une autre. Et cette autre, tout désigne Soizic. Les échanges entre les deux anciens amants ne passent pas inaperçus. Lors de la confrontation organisée au commissariat, leurs regards se croisent à plusieurs reprises. Des regards lourds, chargés de tension. Aurore observe. Elle analyse les silences autant que les mots. Soizic ne contredit jamais François, même quand il soutient une version boiteuse. Elle ne semble pas vouloir l'enfoncer. À ses yeux, ce n'est pas une adversaire, c'est un allié, ou une complice. Aurore décide de creuser, elle ordonne une révision complète de l'emploi du temps de Soizic le soir du meurtre. Les caméras de surveillance de la clinique, les traces de télépéage, les paiements bancaires, rien n'est laissé au hasard. Elle interroge aussi les collègues de la chirurgienne, ses proches, ses voisins. Tous dressent le portrait d'une femme droite, rigoureuse, mais parfois dure, secrète, presque inatteignable. Une femme capable de tout maîtriser, sauf peut-être ses émotions lorsqu'elles explosent. Une nuit, seule dans son bureau, Aurore relit le rapport d'autopsie. Martial a reçu un choc violent à la tête, mais l'angle d'impact ne correspond pas à une agression en règle. L'expert médico-légal évoque un geste brusque, un coup porté dans le feu d'une altercation. Pas un meurtre prémédité, mais un dérapage. Or, François n'a jamais été décrit comme impulsif. Soizic, en revanche, a récemment traversé une période de stress intense. Des tensions professionnelles, un éloignement avec son fils, des rapports difficiles avec François, un cocktail explosif. L'enquêtrice sent le puzzle se recomposer, mais il manque encore une pièce essentielle, la preuve matérielle. Une preuve irréfutable qui pourrait faire basculer les certitudes et forcer l'aveu. Elle envoie Roxane Thiberge, leur analyste spécialisé, examiner les relevés de déplacement de Soizic. C'est le début d'un travail de fourmi, mais Aurore y croit. Elle sait que les coupables laissent toujours une trace, même infime. Lorsqu'elle interroge à nouveau Soizic, quelques jours plus tard, le ton est plus direct. Elle évoque les incohérences, l'alibi flou, les zones d'ombre. La chirurgienne tient bon, mais son regard se trouble. Elle évite les yeux de la lieutenante. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle croise les bras. Aurore, assise face à elle, ne lâche rien. Vous savez, docteur Vernet, parfois, dire la vérité, c'est aussi se sauver. Soizic ne répond pas, mais Aurore sent que les murs intérieurs commencent à se fissurer. De retour dans son bureau, la lieutenante note dans son carnet personnel « Elle sait qu'on sait, reste à la pousser au bord ». Alors elle attend, elle sait que la pression fera le reste. Et elle a raison. Car dans la tête de Soizic, quelque chose est en train de basculer. L'aveu fait à François n'a pas calmé sa conscience. Au contraire, il l'a libérée partiellement, mais a aussi amplifié la nécessité de tout dire. Elle se sent observée, traquée, comprise. Elle sait qu'Aurore ne lâchera pas. Et quelque part, elle en est soulagée. Car parfois, la justice prend les traits d'un visage ferme mais juste. Et dans les yeux d'Aurore Jacob, Soizic entrevoit non pas la punition, mais une forme de délivrance. Au cœur de l'enquête, alors que le mystère semble s'épaissir autour du meurtre de Martial Brunet, un détail apparemment anodin va faire tout basculer. Il vient de celle que l'on appelle désormais l'œil numérique du commissariat, Roxane Thiberge. Ex-hackeuse au passé trouble, elle est devenue l'arme la plus affûtée de la police de Sète pour démêler le vrai du faux grâce aux données numériques, aux fichiers GPS, aux historiques effacés.
Et cette fois, c'est en suivant la trace digitale laissée par un véhicule que la vérité va commencer à prendre forme. Un matin, alors que le ciel est encore teinté des brumes maritimes, Roxane reçoit une information de routine. Soisig Vernet aurait changé ses pneus au lendemain de la mort de Martial. Une visite chez un garagiste facturé, daté, signé. À première vue, rien de suspect. Mais Roxane, méfiante par nature, s'arrête sur cette donnée. Pourquoi une femme aussi méticuleuse, réputée prudente, changerait-elle tous ses pneus sans raison juste après un drame aussi majeur? Elle entre alors dans ce qu'elle appelle sa phase de chasse. Ordinateurs allumés, café à portée de main, elle lance les analyses croisées. D'abord, les images de vidéosurveillance de la Rocade Sud. Puis, les bornes de télépéage de la D300. Ensuite, le suivi GPS du SUV de Soisig, récupéré par réquisition auprès du constructeur automobile. En quelques heures, elle cartographie les déplacements exacts du véhicule. Et ce qu'elle découvre est déroutant. La nuit du drame, le 4 juillet, entre 22h30 et 23h15, la voiture de Soisig était repérée à proximité de la zone où le corps de Martial a été retrouvé. Non pas une fois, mais deux. Une boucle, un arrêt de plusieurs minutes, sans explication logique. Puis un retour vers le domicile en empruntant un itinéraire évitant les grands axes. Trop prudent, trop précis. Roxane décide alors d'approfondir. Elle consulte les enregistrements de l'ordinateur de bord. Les données révèlent une réinitialisation complète du système de navigation, effectuée le 5 juillet à 7h42 du matin. Tout a été effacé, historique, destination favorite, mémoire de trajet. Une procédure lourde, peu fréquente, qui n'est en rien automatique. Pour Roxane, le doute n'est plus permis. Quelqu'un a tenté de faire disparaître ses traces. Elle alerte immédiatement Aurore. Dans le bureau de la lieutenant Jacob, les deux femmes confrontent leurs éléments. Aurore soupire. Elle s'attendait à quelque chose, mais pas à une manœuvre aussi méthodique. Soisig n'a pas seulement menti. Elle a effacé, masqué, reconstruit. Ce n'est pas une réaction de panique. C'est un acte de lucidité froide. Aurore ordonne alors une perquisition chez le garagiste. Trop tard, les anciens pneus ont été détruits. Mais cette disparition elle-même devient une preuve indirecte. Qui ferait détruire des pneus si ce n'était pour faire disparaître des traces compromettantes? Sang, résidus, empreintes. Tout a été réduit au néant. Pendant ce temps, ailleurs à Sète, une autre histoire se joue, plus discrète, plus silencieuse, mais tout aussi tragique, celle de Bastien, le jeune frère de la victime. Ce matin-là, il doit passer son oral de rattrapage du bac, mais il est absent, nerveux, perdu. Il se présente devant le jury, les traits tirés, les poings fermés. Il lit son texte sans conviction, la voix brisée. Il confond les dates, oublie les noms, se rattrape de justesse. Dans les couloirs du lycée, il croise les regards de ses camarades et il entend les murmures. Tous savent, tous ont vu les infos. C'est le frère du mec assassiné. Bastien sort du bâtiment, anéanti. Il s'assoit sur un muret, la tête entre les mains. Il n'a pas seulement raté son bac, il a l'impression d'avoir raté sa vie. Depuis la mort de Martial, il vit dans une ombre, une douleur qu'aucun mot ne peut apaiser. Personne ne lui parle de son frère autrement que par compassion distante. Il voudrait hurler, il voudrait savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Savoir pourquoi son frère est mort et pourquoi personne ne semble lui dire la vérité. De retour au commissariat, Roxane continue ses recoupements. Elle découvre une autre anomalie. L'assurance du véhicule de Soisig a enregistré un signal de choc très bref dans la nuit du 4 juillet. Un impact de faible intensité, suffisant pour activer le capteur mais pas les airbags. Une sorte de heurt contre un objet ou une personne. Et à l'heure exacte de cet impact, 22h56, Soisig était sur la route près du terrain vague où Martial a été retrouvé. Cette fois, plus aucun doute, le mensonge s'écroule. Soisig Vernet n'a pas seulement caché une vérité, elle a tenté d'effacer méthodiquement toute trace. Son comportement post-meurtre trahit une volonté farouche de s'en sortir, quitte à compromettre tout ce qu'elle a construit. Aurore, en analysant le rapport final de Roxane, sent monter une forme de colère. Non contre Soisig en tant que personne, mais contre cette mécanique du silence qui broie les innocents. La vérité est là, à portée de main. Il ne manque plus que l'aveu. Mais Aurore le sait. Parfois, c'est justement le moment où les suspects se rendent. Non parce qu'ils sont acculés, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que le mensonge devient un poison trop violent. Et que la justice, aussi froide soit-elle, apparaît alors comme le seul antidote possible. Le matin du 7 juillet 2025, le soleil se lève lentement sur Sète. Mais pour Soisig Vernet, c'est une lumière crue, presque violente, qui transperce ses certitudes. Depuis qu'elle a avoué à François son rôle dans la mort de Martial Brunet, elle vit dans un état de suspension. Ni tout à fait libre, ni encore prisonnière. Son esprit oscille entre deux mondes, celui du mensonge, qu'elle a nourri par peur, et celui de la vérité, qui l'attend au seuil du commissariat. Elle se prépare sans dire un mot. Son visage, pâle et marqué par les nuits blanches, ne trahit plus rien de son trouble intérieur. Mais tout en elle est tension.
Le foulard, noué, avec soin, autour du cou, le sac à main impeccablement organisé, la tenue sobre, autant de boucliers dérisoires pour affronter ce qui va suivre. Elle jette un dernier regard à la photo de son fils, posée sur la commode, et murmure « C'est pour toi ». Puis elle ferme la porte derrière elle comme on referme un chapitre. En franchissant les marches du commissariat, elle sent le poids de chaque pas. À l'accueil, elle demande calmement à voir la lieutenante Aurore Jacob. Le regard de l'agent se fige une seconde, surpris par ce ton maîtrisé, par cette demande venue de nulle part. Une salle d'interrogatoire est libérée dans la minute. Aurore, informée de l'arrivée soudaine de Soizic, prend une profonde inspiration avant de la rejoindre. Lorsqu'elles sont enfin face à face, le silence s'installe. Aurore ne dit rien, elle attend. Soizic non plus ne cherche pas à meubler. Elle pose son sac, croise les mains sur la table et prononce, d'une voix nette, « Je suis venu m'accuser, c'est moi qui ai tué Martial Brunet ». L'enquêtrice ne cille pas. Elle enclenche l'enregistrement. Les mots tombent un à un. Soizic raconte tout. La dispute, les mots blessants, la colère montée d'un coup, le geste malheureux, Martial qui chute, sa tête frappant un rebord de béton. Puis la panique, l'effroi, le silence. Elle explique comment elle a tenté de sauver les apparences, comment elle a changé ses pneus, effacé les données de sa voiture, inventé un récit crédible. Elle parle de sa peur pour son fils, de son amour encore présent pour François, de cette sensation d'être tombée dans un puits dont elle ne parvenait plus à sortir. Aurore écoute, note chaque détail, mais quelque chose en elle se transforme. Elle n'a plus devant elle une suspecte à coincer, mais une femme brisée qui a perdu pied. Elle devine que l'aveu n'est pas une stratégie. C'est une délivrance, un besoin viscéral de mettre fin à la mascarade. Et malgré la gravité de la situation, Aurore sent poindre une forme de respect. Il faut du courage pour affronter la vérité quand elle vous condamne. François, informé dans la foulée, arrive au commissariat. Il ne dit rien d'abord, mais demande à la voir, une demande délicate que la procédure ne permet que sous surveillance. On les place dans une salle vitrée, séparée par une table. Leurs regards se croisent, longtemps. Puis Soizic murmure, presque honteuse, « Je suis désolé ». François, les yeux rouges, ne répond pas tout de suite. Mais il finit par lui tendre la main. Un geste fragile, mais qui dit tout, il n'y a plus de colère. Seulement la tristesse d'un amour fracassé par le réel. Le procureur est averti dans l'heure. Les chefs d'accusation sont modifiés. François est libéré. Soizic, elle, est placée en garde à vue avant d'être transférée dans une cellule du centre pénitentiaire de Montpellier en attendant sa mise en examen. Elle s'y rend sans résistance, presque soulagée. Le mensonge est tombé, ne reste que le poids de l'acte à assumer jusqu'au bout. L'affaire fait grand bruit. Dans les couloirs de l'hôpital, les collègues de Soizic sont sous le choc. Personne ne l'aurait soupçonné. Certains se sentent trahis, d'autres peinent à y croire. La presse locale s'empare du sujet. Les titres s'emballent. La médecin irréprochable était en fait une meurtrière. Mensonge au cœur du CHU de Sète. Mais Soizic, depuis sa cellule, ne lit plus rien. Elle se retire de tout. Elle ne cherche plus à se défendre. Elle attend simplement le jugement, le pardon ou au moins la paix. Dans le même temps, Bastien apprend la vérité. Lorsqu'on lui annonce que l'assassin de son frère a enfin été identifié et qu'il s'agit de Soizic Vernet, il ne sait comment réagir. Un mélange d'apaisement et de douleur l'envahit. Il s'isole, regarde une photo de Martial sur son téléphone, puis se rend seul jusqu'au bord de la mer. Là, face aux vagues, il murmure « Tu peux te reposer maintenant ». À l'horizon, le ciel commence à changer. Une nouvelle tempête se lève peut-être, mais une vérité vient d'émerger. Une vérité qui, si elle ne guérit pas les plaies, leur donne au moins un sens. Pour Soizic, chaque jour en prison est un pas vers une rédemption qu'elle ne sait pas si elle mérite. Mais elle ne se cache plus, elle ne fuit plus. Et c'est déjà une forme de renaissance. Merci d'avoir suivi cet épisode intense et bouleversant jusqu'à la fin. L'affaire Soizic marque un tournant dramatique dans Demain nous appartient, où culpabilité, vérité et justice s'entrechoquent avec une puissance rare. Ce n'est plus simplement une série, c'est un miroir de nos émotions les plus profondes. Si vous avez été touché, surpris ou ému, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes, car la suite s'annonce encore plus explosive. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez cette vidéo avec vos amis fans de DNA et restez connectés. Les révélations ne font que commencer. Merci pour votre fidélité et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'intrigue.